Sympa. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous pour ces 20 minutes et pour clôturer cette journée. J'ai un objectif aujourd'hui, c'est de vous passer un message que dans la vie, il n'y a pas que le code applicatif, mais il y a aussi le code des pipelines CI/CD. Donc, je vais aller à l'essentiel parce qu'on n'a que 20 minutes, c'est un sujet qui me passionne, il y a énormément de choses à dire. Je vais commencer par me présenter, je suis Aurélien Cogé, CEO de R2 DevOps. J'habite à Montpellier. J'ai fait des études classiques en informatique dans le Nord et j'ai eu des expériences dans le privé, dans le public, dans les startups. Donc ça m'a vachement enrichi. Aujourd'hui, j'ai des passions dans la vie, mais aussi quelques objectifs. Le premier, c'est de venir simplifier la vie des développeurs et des ops qui vont toucher de près ou de loin ces pipelines CI/CD dont on va parler aujourd'hui. Et le deuxième, c'est de venir rassurer ces organisations, les directions, les DSI, les RSSI sur le niveau de conformité et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Qui parmi vous fait ce genre de choses dans son développement logiciel, dans son cycle de développement logiciel? Ok, peu importe les outils, hein, c'est juste savoir. Ok. Bon, ça c'est super, puisque ça va vous permettre de lever pas mal de risques, d'assurer de la qualité de votre code, de votre production, une meilleure maintenabilité, de la conformité, de la performance. En tout cas, ça a énormément de vertus pour le code applicatif et les applications que nous livrons à nos clients. Maintenant ici, alors deux questions. Qui a des pipelines CI/CD dans son projet sans forcément y toucher, mais sait qu'à chaque fois qu'on va pousser quelque chose, il y a un pipeline qui va se déclencher? Ok, beaucoup de monde, donc c'est très bien. Qui maintenant, parmi vous, est appelé quand il y a un problème sur le pipeline CI/CD? Un peu moins. Ok. Donc créer, maintien ou debug des pipelines CI/CD. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est du pipeline CI/CD. Je le remets rapidement dans son contexte, on ne va pas faire de pipeline, on ne va pas coder, on ne va pas rentrer trop dans la technique, juste savoir où on le place, ce pipeline CI/CD. Pour moi, c'est la colonne vertébrale du delivery. C'est quelque chose qui est en plein milieu du cycle de développement logiciel, qui va automatiser un certain nombre de tâches, qui va vous permettre de livrer plus vite, de manière conforme, de manière sécurisée. Et c'est aussi du code. Pour l'intervention, on va se concentrer sur quelques étapes assez simples, du build, du test et du déploiement. Dans le pipeline CI/CD, vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller, à travers une expérience qu'on a vécue et ce qu'on a produit aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu plus ce qui se passe là-dedans pour en comprendre les impacts et les enjeux pour les entreprises. Alors je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je regarde un contenu de pipeline CI/CD, je tombe souvent dans ce genre d'environnement que j'appelle un bazar technique qui fonctionne. Donc les pipelines fonctionnent. Par contre, ils sont devenus très compliqués à observer, très compliqués à maintenir. C'est toujours très long de comprendre comment ça marche avant de venir travailler dessus. Et on ne sait plus trop vraiment ce qu'on a. Donc ce pipeline CI/CD, c'est quand même quelque chose de mystérieux dans les entreprises, qui est essentiel, qui va faire des étapes essentielles qu'on va lister ici en tant que build, test et déploiement. Et pour bien comprendre ce que ça fait, je vais creuser un peu sur les actions que ça va réaliser sur notre code. Donc premièrement, le pipeline CI/CD, il va à un moment devoir cloner le code, puisqu'il va le builder, il va le tester, donc il va le cloner, il va y avoir accès. Il va également avoir accès à vos secrets, à vos credentials, vos tokens, vous les appelez comme vous voulez, parce que dans son cycle, il va devoir, très souvent, soit déployer sur un registry, déployer sur un serveur ou un environnement. Donc il va devoir le faire en votre nom avec vos secrets. Le pipeline CI/CD, c'est aussi cette boîte mystérieuse qui va vous dire que tout va bien ou tout va pas bien. Quand le pipeline casse, il est rouge, donc c'est très bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il est vert, on dit le pipeline il passe, donc on peut déployer en production. On peut écrire sur des serveurs, on peut livrer à notre client. Tout ça pour vous dire que le pipeline CI/CD, c'est quelque chose dans lequel on doit avoir 100% confiance. Donc en résumé, ce pipeline, c'est cette boîte mystérieuse qui va accéder à un moment à votre code, à vos secrets, à vos environnements, et qui va vous dire que tout va bien. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qu'on a vécue et qui est le début de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a commencé par faire de la prestation de service autour du DevOps, et dans une mission, on devait travailler sur beaucoup de pipelines CI/CD, et à un moment, on tombe là-dessus. Alors, je ne sais pas si on voit bien cette partie-là, je vais vous aider un peu. On tombe sur une conf CI/CD sur GitLab, on va se concentrer sur GitLab aujourd'hui, qui était existante. Hein. Comme je vous l'ai dit, on arrive, il y a déjà des pipelines, il y a déjà de la connaissance, et on voit ça avec mon collègue. On voit un token, alors je ne sais pas si vous le voyez, je crois que je fais un zoom après. Voilà. On voit un token AWS qui est écrit en dur dans cette conf, donc ça marche,
Ça, on est tous d'accord. Et nous, on est là en tant que prestataire et on a accès à cette info. Donc on ne trouve pas ça normal. On n'a pas non plus envie de commiter dans ce fichier sans venir corriger et laisser ça, parce qu'on va mettre nos noms. Donc on se dit qu'on doit prévenir notre client. Donc on le prévient, mais il va nous demander une correction, donc on imagine ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est ce qu'on lui dit. Mais lui, il nous dit, écoutez, merci, par contre, j'ai 150 projets dans mon organisation. Comment je fais pour savoir que je n'ai pas d'autres problèmes de ce type? Très bonne question. Donc on est venu naturellement, avec mon associé Thomas, créer un début de checklist de choses qu'on ne voulait pas voir dans les pipelines CI/CD. Donc ça démarre assez simplement par l'absence de secrets exposés qui sont trop facilement accessibles par n'importe qui, mais également des variables d'environnement qu'on peut déclarer et qui vont contenir des informations sensibles. Il y a un troisième élément qu'on a mis dans cette première checklist, je ne sais pas si vous avez vu, je vais remontrer la configuration YAML, qui nous a sauté aux yeux aussi. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, je vais essayer de me mettre à votre place, voir si on voit clair, sinon je vais mettre le... Ça se passe plutôt dans cette partie-là. Voilà, en fait, ici, ce qui se passe dans les pipelines CI/CD, bon, on ne va pas rentrer dans la technique, mais à un moment, on va avoir besoin d'un container, d'un système qui va faire tourner des choses. Et ce système, c'est souvent une image qu'on va récupérer quelque part, d'un registry qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Dans ce cas-là, de notre client, c'était une vraie pépite cette configuration. Il y avait une image qui venait d'un endroit qu'on ne connaissait pas, alors qui marchait, et on n'a pas trouvé ça normal. Donc on est venu ajouter à notre checklist le fait de pouvoir identifier toutes les dépendances qui vont venir dans les pipelines et qui peuvent poser problème, en tout cas les choses dans lesquelles je dois avoir confiance. Maintenant qu'on a ça, on s'est dit, bah, OK, on y va, on a 150 projets à aller analyser, comment on peut faire? Donc on s'est fait notre liste de tâches, regarder dans les fichiers de conf, aller voir dans les variables d'environnement, extraire les données, et puis commencer à créer un beau tableau. Donc on a commencé à créer ce beau tableau. Donc pour faire ce beau tableau, je vous montre la douleur d'aller chercher les infos pour 150 projets. On va dans les projets sur GitLab, on regarde s'il y a un fichier GitLab CI. Dans ce cas, il y en a un, j'ai de la chance. On l'ouvre, on va voir ce qui se passe dedans, on extrait les informations importantes. Ensuite, on va dans les settings pour aller chercher les variables d'environnement. Est-ce qu'elles sont bien protégées? Est-ce qu'elles n'ont pas des informations sensibles? Donc on retrouve les informations ici, on a les noms. On peut aller plus loin pour aller chercher, si on veut, les valeurs, mais ça demande un travail d'exploration. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait ça pour les 150 projets. On s'est dit, on est des développeurs, on connaît l'API GitLab, on va s'équiper un peu et on va créer quelque chose qui nous permet d'avoir des réponses dans un endroit aux 3 questions qu'on se posait. Donc ça ne ressemblait pas à ça au début. Là, c'est ce qui existe aujourd'hui que je peux vous montrer qui a évolué et qui vient rassembler, commencer à faire un check-up sur le côté sécurité. Donc ici, on va retrouver, est-ce que j'ai des secrets présents dans mon organisation GitLab qui est ici? C'est un peu sombre, mais voilà, je peux vous guider ici. L'état de toutes les variables, est-ce qu'elles sont bien protégées, pas protégées, et quels sont leurs niveaux de protection par projet et par groupe, et également les containers, d'où ils viennent. Donc là, ici, c'est le nom des images, là, c'est les registries, je vous le dis parce qu'on ne voit pas forcément très bien. Et ici, c'est le niveau de confiance qu'on leur accorde. Est-ce que ça vient d'un endroit que je connais ou d'un endroit que je ne connais pas? On retrouve également les projets qui les utilisent et dans quelle version. Comme ça permet d'identifier rapidement que le projet Toto, il utilise l'image Docker 1.3 qui vient d'une source qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est notre première étape du check-up qu'on lançait systématiquement à chaque fois qu'on arrivait dans une organisation avec des pipelines pour les rassurer sur le niveau de sécurité. Mais dans l'aventure, on a exploré énormément de pipelines, vous vous en doutez bien, et on a vu qu'il y avait généralement beaucoup de connaissances existantes. Cette connaissance, elle n'est pas toujours bien rangée, c'est assez hétérogène, le pipeline CI/CD, c'est très peu documenté, c'est même rarement versionné, il n'y a pas de standard non plus. Par contre, on a aussi remarqué qu'il y avait des équipes qui voulaient que ça change. Ce sont ces équipes qui vont commencer par rassembler la connaissance, créer des templates, des actions, enfin en tout cas de la rassembler pour pouvoir la réutiliser. Donc j'ai une question pour vous. Alors qui utilise, peu importe votre plateforme, hein, j'ai essayé de remettre les noms qui correspondent aux plateformes, soit des templates ou des components sur GitLab, des actions sur GitHub ou des ShareLib sur Jenkins. Qui est dans cette démarche-là pour créer ces pipelines? OK. Bon, ça c'est super. Alors, je ne peux que vous encourager à continuer à aller dans cette démarche. Ce n'est pas facile, mais par contre, je suis convaincu que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie parce que
si vous continuez dans cette démarche, le risque que vous avez, c'est d'avoir à terme des pipelines qui vont être harmonisés, une connaissance qui va ne plus se perdre. Vous n'allez plus perdre la connaissance puisque vos équipes vont travailler d'une manière commune et vous n'allez pas créer des SPOF que vous n'allez pas savoir maintenir quand les développeurs vont partir. Vous allez réduire votre dette technique, assurer la sécurité puisque vous maîtrisez exactement le patrimoine qui est utilisé pour construire vos pipelines CI/CD. Donc ça a énormément de vertus. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi des problèmes et le fait d'avoir un template ou partir sur des componentes ou des actions, ça ne suffit pas à venir harmoniser les chaînes à l'échelle et à sécuriser tout ce patrimoine. Les premières questions qu'on peut se poser, c'est j'ai créé des templates, j'ai de la connaissance, mais est-ce qu'elle est utilisée? Qui l'utilise pas? Est-ce que je n'ai pas des collègues dans d'autres groupes ou ailleurs qui vont faire la même chose que moi? Ils vont créer le même template et on revient sur le même problème. Est-ce que je n'ai pas des projets qui pourraient utiliser ce template et que je ne connais pas, qui sont encore en train de faire du copier-coller de conf CI/CD, qui va me générer de la dette technique ensuite? Et ceux qui créent des templates qui les versionnent, continuez, mais une des questions pour vous, c'est aussi de savoir quel est l'impact si vous modifiez ce template. Si votre template il est utilisé par 3 projets, est-ce que c'est le même impact que si vous modifiez un template qui est utilisé par 150 projets? Tout ça, il faut pouvoir l'observer. Donc, de ce constat, on est venu enrichir notre checklist pour apporter d'autres familles. La première, c'était le côté sécurité. Maintenant, on apporte aussi le côté qualité, maintenabilité et mise en conformité, et on répond à ces questions. Donc là, on n'est pas parti sur un Excel, on avait déjà un support, donc on a mis ça directement dans l'outil qui a évolué, où je vais essayer de zoomer, parce que sinon on ne va pas voir. Voilà, donc là c'est une version très zoomée, où on va retrouver ici toute la connaissance CI/CD qui a été scannée. Donc ça représente, par exemple, sur la première ligne, une instruction qui fait du Clever Deploy, qui est présente dans 12 projets et qui a été copié-collé. Donc on commence à cartographier qu'est-ce qu'on a avant de pouvoir l'améliorer. Les entreprises et les équipes qui poussent des démarches de template, que j'encourage encore une fois, on va les aider à identifier qui utilise les templates, qui ne les utilise pas, et quelles sont les versions qui sont utilisées dans les projets. Donc on retrouve dans une vue qui est similaire, par exemple, un template GoFMT, qui est utilisé dans 4 projets, mais qui est à jour qu'à 75%. Donc là, ça donne la réponse de quel projet utilise quel template dans quelle version. Ça évite d'aller pinguer toutes les équipes quand on a une montée de version de template et d'attendre 6 mois que les chaînes CI/CD soient mises à jour. Le dernier point, c'est sur la mise en conformité. On a des équipes aujourd'hui qui veulent que tous les projets utilisent leur template à des fins de conformité. Je veux que tous mes projets back-end fassent du test, du DAST, du build, du lint, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, je veux être sûr que tout le monde fasse ça. Bon, bah là, encore une fois, le check-up, il va permettre de donner des réponses pour identifier quel projet est conforme et quel projet n'est pas encore conforme, seulement en interrogeant et en regardant ce qui se passe dans les configurations CI/CD. Donc maintenant, vous allez me dire, Aurélien, c'est bien, il me reste 5 minutes, ça suffit. Mais pourquoi faire un check-up? Alors le pipeline CI/CD, j'espère que vous ne le vivez pas souvent, mais quand ça s'arrête, c'est assez catastrophique. On ne livre plus en production, c'est la panique, on appelle ceux qui ont levé la main tout à l'heure pour venir débugger. C'est vraiment une situation qu'on a envie de vivre au quotidien. Et aussi, c'est quelque chose qui va véhiculer et utiliser beaucoup d'informations critiques et confidentielles de votre entreprise, votre code, vos secrets et vos environnements. Donc pour moi, il est impensable aujourd'hui de dire à nos clients qu'on leur livre de manière conforme et sécurisée sans avoir 100% confiance dans nos pipelines CI/CD, dans le code de notre software supply chain. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment de faire un check-up? Alors là, j'ai envie de dire, je n'ai pas la réponse, mais c'est à vous plutôt de le sentir. Comme si vous alliez faire un check-up pour vous personnellement, vous dites on ne va pas attendre que ça ne va pas avant de consulter. L'idée, c'est d'y aller avant pour prévenir, mais il y a quand même des signaux qui peuvent aider à se dire c'est peut-être le bon moment. Ces signaux, j'en ai listé quelques-uns. Si vous avez de plus en plus de pipelines CI/CD, si le fait d'avoir un pipeline qui s'arrête, ça a un impact business énorme pour vous parce que vous ne livrez plus en production, vous avez vos applis qui sont KO, ou que vous n'avez surtout pas envie de vous faire voler des données pour des problèmes de finance ou de réputation. Des développeurs qui vous disent que c'est compliqué de travailler sur les pipelines CI/CD, que c'est de plus en plus compliqué, que vous avez de la dette technique qui augmente alors que vous voulez accélérer votre delivery. Et surtout, si vous voulez avoir une confiance absolue dans ce qui vous permet de livrer en production, ça peut être des bons signaux qui peuvent vous donner envie d'aller voir ce qui se passe.
Maintenant, il y a aussi l'actualité. On entend de temps en temps parler de software supply chain attack. On entend parler de ces attaques généralement quand c'est trop tard ou quand elles sont arrivées. L'idée, c'est de ne pas être dans ces situations-là parce que ça laisse énormément de traces et de cicatrices et c'est de pouvoir les éviter. L'actualité, elle nous parle aussi de réglementation. Peut-être certains sont déjà conformes ISO 27001, il y en a d'autres qui arrivent, il y a NIS2, il y a DORA, où on va vous demander d'assurer une maturité et de pouvoir prouver que vous maîtrisez totalement le code de votre entreprise. Et le code des pipelines CI/CD en fait partie. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous en avez besoin par rapport à vos enjeux, par rapport à là où vous en êtes? Est-ce que vous avez envie de prévenir, d'anticiper? Est-ce que vous avez des besoins de conformité? Et tout ça, c'est vous qui avez la réponse. En tout cas, nous, le sujet, il nous a passionnés. On a commencé à mettre les mains dedans, on a trouvé énormément de choses et il y a énormément de points à améliorer et on sent qu'on peut aider. Donc ce travail qu'on a fait, on l'a rendu disponible. Pour ceux qui ont lu l'abstract, je vous ai dit que je parlerai d'un outil gratuit qu'on a exploré très rapidement. L'idée, c'est que vous puissiez y aller si vous avez besoin de réponses. Et je terminerai là-dessus en conclusion. Si vous avez envie d'assurer la sécurité de votre delivery et la conformité du delivery, avant d'améliorer, pour moi, la première étape, c'est de venir regarder ce qu'on a et donc de faire un check-up. Merci, j'ai fini mon intervention et je suis à vous. S'il y a des questions, il reste 2 minutes. 3. Vous n'avez plus de voix. Moi, je peux poser des questions après s'il n'y a pas de questions, mais pour ceux qui ont des démarches de template, sur GitLab, déjà, on va faire le tri. Ça va être. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que des personnes utilisent? C'est bien, vous êtes courageux parce que vous savez que je vais vous poser une question. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à identifier les projets qui utilisent vos templates? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous avez une connaissance de ce patrimoine qui, vous l'avez senti pour moi, est critique pour une entreprise? Ou ce n'est pas des questions qu'on vous pose encore? Vous savez pas? C'est pour ça que c'est pas facile cette démarche de template. Encore une fois, ça va dans le bon sens, mais de faire que ces démarches elles prennent dans les entreprises, il faut pouvoir observer, il faut pouvoir piloter, parce que sinon c'est compliqué, ça met énormément de temps à harmoniser les chaînes CI/CD. Mais continuez parce que c'est pour moi la bonne voie. Si tu as le micro, pour le jeune homme tout devant. Merci beaucoup déjà pour la présentation. Plus une question sur, tu as présenté du coup l'outil R2 DevOps. Oui. Si tu avais d'autres outils aussi qui existent pour faire ce genre de check-up pour GitLab ou peut-être pour d'autres solutions pour les pipelines. Alors aujourd'hui, non, on va souvent parler d'outils d'observation de code applicatif. Là, la spécificité d'R2 DevOps, c'est que nous, on va creuser sur le code du pipeline CI/CD. Donc ça devient intéressant quand vous avez un certain volume de pipeline. Et on ne peut pas le voir pendant 20 minutes, mais on a aussi de la remédiation. Par exemple, si vous avez des templates versionnés et que les projets ne sont pas à jour, tu peux mettre à jour rapidement. Donc on a vraiment une expérience spécifique sur le code du pipeline. J'en connais pas d'autres. Alors il y a des compétiteurs qui regardent. On peut mettre du sonar, mais ça va être assez limité. Ça ne va pas aller en profondeur sur la CI. Et ce qui arrive, ça me permet de vous en parler, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin sur vous donner la possibilité de poser des questions sur qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre CI, sur des critères qui vous sont propres, soit pour répondre à des besoins internes, soit pour répondre à la réglementation. Donc ça va être plus dans la customisation. On le fait déjà aujourd'hui sur les étapes, où on vous dit quels sont les pipelines qui ne font pas telle et telle étape. C'est vous qui paramétrez, mais on va vraiment creuser dans cette supply chain. Et aujourd'hui, j'en vois pas d'autres, en tout cas sur GitLab. On va devoir arrêter là. On est 30. Tu m'as laissé 40 secondes en plus. Merci beaucoup.